Elles vous ont ému? Oui, elles étaient attendues également parce que c'est une amitié qui est en fait qui remonte à une quarantaine d'années et que les nouvelles générations de supporters ont su entretenir tout simplement. Parce que en fait, ceux par lesquels cette amitié est née entre l'AEC et puis l'Olympique Lyonnais, maintenant, Marseillais, pardon, ils sont plutôt vieux maintenant. Et ils ont su le transmettre aux autres et ça a continué. Il y avait un très bon article d'ailleurs, je crois, dans un quotidien sportif français à ce sujet, où il expliquait que, voilà, à force de voyages, de vacances passées ensemble, de barboc, ils se sont soutenus même sur des drames, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas commun de voir des ultras de deux clubs mêlés les uns aux autres, quoi. Frédéric Suto, ça a fait réagir nos auditeurs aussi, ont été émus de voir ces images de fraternité? Pour l'instant, on nous parle surtout du Ballon d'Or. Hein. C'est On y la viendra. fin de l'émission. Là, c'est surtout ça qui... Rémi Ngono, l'entraîneur, l'a dit lui-même, hein, l'entraîneur phocéen de l'OM, après le match, Gennaro Gattuso a affirmé qu'en souriant, on jouait mieux au football. Vous pensez que c'est vrai? Oui. Quand on est adepte de Mourinho, on ne peut pas dire ça. Quand le résultat vous sourit. Parce que j'imagine justement si l'OM prenait 3-0, ça aurait été autre chose. Mais là, la tâche a été compliquée avec ce score et surtout cette façon qu'ils ont rapidement eu à mettre un peu le pied sur le ballon. Ça a facilité ça. Et peut-être aussi, comme on peut dire, le football, bien évidemment, c'est d'abord le fair play. C'est n'est qu'un jeu, comme on dit souvent, même s'il y a des intérêts derrière. Et on aimerait que ce ne soit pas tout simplement de l'autre côté, très loin, qu'on va montrer qu'on peut avoir de bons amis. On peut toujours avoir un bon ami qui soit voisin, quelle que soit la rivalité. Là, nous sommes dans une rivalité qui est européenne. Mais comment se fait-il que les rivalités, souvent nationales, deviennent aussi violentes? Parce que j'aurais préféré voir le public, les spectateurs, les supporters de Marseille aussi accueillants, aussi sympathiques avec ceux du Paris Saint-Germain pour que au moins ça donne une autre image. Pas tout simplement aller chercher des images ailleurs. Oui, c'est très bien de voir ça lorsqu'on sait, par exemple, que, franchement, moi, j'ai vu certaines ambiances, par contre, mais au niveau de ce qu'on peut appeler le vélodrome, on peut dire aujourd'hui, ça répond un peu comme à peu près en Turquie, on peut assister à des vibrations de 131 décibels. Au niveau du vélodrome, c'est cette ambiance-là qu'on aime parce que ça donne quand même aussi une certaine volonté, une certaine niaque aux joueurs pour pouvoir aller chercher la victoire. Tout à fait, Franck Simon, vous parliez d'un beau match sur le terrain. Elle prend un petit peu la formule Gattuso, elle semble s'imposer, ça marche, ça fonctionne cette recette? Moi, je ne m'avancerai pas aussi vite que ça. Je laisse le temps au temps. Je ne vais pas m'enflammer. Ils ont aussi su s'imposer grâce aussi à des faits de jeu qui leur ont été favorables ou qu'ils ont su provoquer. C'est l'AEC, maintenant à voir. Est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée? C'est important d'avoir déjà cette victoire en poche. Elle était attendue, elle est arrivée. Maintenant, il faut savoir enchaîner. Et puis enchaîner sur plusieurs tableaux, pas seulement sur la scène européenne. On les attend aussi sur la scène nationale, où là, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué pour Gennaro Gattuso. Après, il faut rappeler que l'OM avait été éliminé de la Ligue des Champions par Panathinaikos, un autre club grec. Oui. Voilà, donc là, en battant l'AEC, il se rassure un petit peu, il se repositionne. Maintenant, le match, Franck l'a dit, il bascule sur un fait de jeu, ça se joue à peu de choses. Il y a cette erreur du gardien italien, la faute, le penalty, l'exclusion. Donc, à la 60e minute, en fait, ça change tout. Ils sont à 1-1, et là, du coup, l'OM a un penalty, ils marquent 2-1, l'adversaire est à 10, et ils finissent par gagner 3-1. Ils ont su en profiter, c'est pas toujours le cas, tu vois. Oui, c'est peut-être le coup de pouce dont tu avais besoin, enfin, le coup de pouce du destin, pas de l'arbitre, mais du destin. Mais la dynamique, c'est pas comme le Real Madrid. Il y avait une série de... C'est pas comme le Real Madrid. Donc, du coup, il y avait une série de 6 matchs sans victoire quand même pour l'OM. Ils ont gagné une fois en championnat, une défaite face à Nice, mais ça y est, ça repart. Vous savez, il y a des équipes qui perdent en supériorité numérique. Bien évidemment, vous connaissez comment est-ce que Mourinho, dont vous étiez en train de parler, a réussi à battre le Real, le Barça, justement en Ligue des Champions. C'est dans quelques minutes, ça c'était Rémi. Revenons à nos moutons phocéens. Ça, c'était il y a on se calme. Voilà, ça, c'était il y a très longtemps. Voilà.
Voilà, la petite trompette qui vous dit de vous calmer, messieurs. On parlera de ce classico dans quelques instants. J'avais une dernière question. Je voulais savoir si le retour de Vitinha avait peut-être été bénéfique à l'Olympique de Marseille. Je vous vois acquiescer de ce côté-là. Le problème de l'OM aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de buteur. Il faut rappeler que la saison dernière, en championnat, Alexis Sanchez, il a marqué 14 buts. Le deuxième buteur de l'équipe, je crois que c'était Mbemba. Non, il y avait Sengizunder peut-être à 6 et Mbemba à 5, quelque chose comme ça. Donc, Alexis Sanchez est parti, il n'a pas prolongé. Et pour le remplacer, on est allé chercher Pierre-Emerick Aubameyang, qui a le même âge, qui sortait de phase de 6 mois sur un banc à Barcelone, à Chelsea, on ne sait plus où, enfin il ne jouait pas. Et puis Vitinha, qui a été acheté très cher déjà la saison dernière, plus de 30 millions d'euros, mais qui est un joueur encore en devenir. Donc, à l'évidence, Pierre-Emerick Aubameyang n'était pas dans le rythme. Il faut que l'OM s'appuie sur Vitinha. Mais il y a encore des automatismes à créer. Allez, j'arrête de vous embêter avec ce match-là et on passe au plat principal, à ce classico qui va se jouer ce week-end. Il y a plusieurs belles affiches, plusieurs classiques à l'affiche ce week-end, mais je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, messieurs. Je vois que vous trépignez d'impatience. Xavier Barré, Rémi Ngono, c'est promis, vous n'êtes pas venus pour rien aujourd'hui. On va parler du plus important des matchs de ce week-end, celui que la planète entière devrait suivre, le Classico espagnol Barça-Real. C'est la 11e journée de Liga. Ça va se jouer pour rappel dans le stade olympique près de Barcelone à Montjuïc. Pour petit rappel, j'en suis navré Rémi, l'an passé, la formation catalane avait facilement remporté la Liga en devançant assez largement le Real, qui avait également remporté la Supercoupe d'Espagne au détriment des merengues. Actuellement, le Real Madrid est premier, le Barça troisième avec 1 point d'écart. Et donc ce match, Rémi, il est crucial pour le classement. Il est crucial, mais il faut savoir que le Barça, lui, il a une compétition. C'est le Classico. Le Real, lui, il a une autre compétition, c'est la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, si le Barça perd le Classico, c'est que eux, ils doivent dire que tout est terminé. Il y a certains qui jouent pour des grandes compétitions d'Europe. Il y a d'autres qui sont bel et bien pour essayer de faire comme le Barça aujourd'hui. Pour l'instant, je vois que à la tête, c'est le Real Madrid. Et si aujourd'hui, je vois comment est-ce que le Barça est en train de faire, on me dit maintenant que même les morts sont ressuscités, les blessés sont revenus, Lewandowski est revenu de nouveau, et tout ce qui... Oui, on me dit, le Vitinha... Mais attendez... On ne sait pas s'il est de retour. Mais attendez, il a fait tout son entraînement ce matin. Il a fait tout son entraînement. Ça ne veut pas dire qu'il débutera. Rafinha est revenu, l'autre est revenu. On nous a dit qu'il venait dans 2-3 semaines. Mais subitement, ils sont bel et bien là. Mais ne vous en faites pas. Ça fait partie le Barça est derrière. Le Barça est derrière, Et vous savez très bien ce que... Et il y a un proverbe africain qui dit « Le chien mord toujours celui qui est derrière ». Si je puis me permettre quand même, Rémi, les deux équipes carburent en Ligue des Champions. Elles sont toutes les deux à 9 points. Donc elles disputent en 3 journées. Donc elles disputent toutes les deux quand même bel et bien la Ligue des Champions. On parlait des absents. Ça, c'est la mauvaise foi de Rémi Ngono. C'est un peu il essaie de se consoler d'une façon il nous dit la défaite est justifiée par avance par Rémi. Voilà, il cherche des excuses. Mais il a l'impression que vous ouvrez le parapluie. Mais j'ai l'impression que... La saison... Non, parce qu'il faut rappeler une chose. Quand même. La saison dernière, Rémi Ngono nous disait la même chose. Le Real est sur une autre planète. La Liga, c'est pas très grave. Ils seront champions d'Europe. Et puis, en demi-finale contre Manchester City, face aux Citizens de Pep Guardiola, ils ont pris la leçon, ils ont pris la fessée. Donc, comme ils auraient dû déjà le faire l'année d'avant. Donc là, cette fois-ci... le Real s'est retrouvé quoi? Sans rien. Ah si, ils ont gagné la Coupe du Roi, la Coupe du Village, selon Monsieur Ngono, pour se consoler. Donc, qui est-ce qui a gagné la Liga? Le Barça, dont c'était son objectif. Non, la Supercoupe, c'est aussi le Real, c'est aussi le Barça. Donc du coup, cette année, je ne crois pas du tout, quand je vois les erreurs d'arbitrage dont a bénéficié le Real Madrid, qui vont laisser filer la Liga pour gagner la Ligue des Champions. Non, qu'on n'aille pas sur la question de l'arbitrage. Oui, on peut les énumérer, les erreurs dont ils ont bénéficié. Mais bon. Les erreurs d'arbitrage, vous oubliez que cet arbitre qui a été désigné, c'est celui-là qui avait sifflé 3 pénaltys contre le Real Madrid. Donc justement, tu commences déjà à trouver aussi le parapluie.
erreurs d'arbitrage. Les erreurs d'arbitrage. Qui bénéficient des erreurs, des faveurs d'arbitrage. Des faveurs d'arbitrage. Comme le Barça. Le Barça se fait poursuivre pour corruption d'arbitre. Et tu viens parler des erreurs d'arbitrage. Mais on sait très bien, on a vu. Un but de la main. Messieurs, est-ce qu'on peut revenir au terrain, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on parle du terrain. Le terrain, et moi j'aimerais parler de l'infirmerie du Barça, s'il vous plaît, Xavier, qui est pleine. C'est plus le terrain, c'est à côté du terrain, c'est l'hôpital, c'est la Croix-Rouge. Lewandowski, comment faire sans Gavi, Lewandowski, Pedri, sans Rafinha, comment faire avec ceux qui ont joué en Ligue des Champions, même si l'adversité était moins forte, et notamment tous ces jeunes issus de la Masia. On l'avait dit dans cette émission, quand il y avait tous les auditeurs que cite régulièrement Fred Suto, qui s'inquiétaient de l'avenir du Barça, je leur avais dit, ne vous inquiétez pas, il y a la Masia, il y a le centre de formation. Regardez, Alejandro Baldé, le petit Lamine Yamal, Firmin Lopez. Lamine Yamal qui a été assez prodigieux récemment. Exactement. Qui est titulaire maintenant. Alors bien sûr, il est titulaire parce qu'il y a des absents parmi les joueurs confirmés, mais ils sont là, ils répondent présents. Firmin Lopez a marqué encore l'autre jour. Ils ont fait rentrer le petit Marc Diou l'autre jour en championnat. Il a marqué 23 secondes après être rentré en jeu et il a libéré le Barça. Donc le Barça, malgré ses difficultés économiques, qui sont réelles, malgré les erreurs de casting faites par les précédents directeurs sportifs, qui sont réels, eh bien, malgré ces handicaps-là, le Barça reste une équipe très compétitive grâce à sa formation. Grâce à sa formation. Oui, je vous en prie, Frédéric. Oui, bon, il y en a pour tous les goûts. À la Madrid, Ousmane, Mehdi Cœur-Blanc, victoire du Real, Sylvain qui nous salue, lui aussi pour le Real, mais il y a du Força Barça également. Quand même. Bon, en tout cas, ça les régale, là, ce duel Rémi-Xavier. Rémi, en tout cas, vous ne pouvez pas nier qu'il y a un milieu solide. C'est l'une des forces du Barça. Alors là, d'accord. Je vais vous dire tout de suite, nous ne sommes pas là devant Iniesta, nous ne sommes pas là devant Xavi. Vous Xavi, parlez de il est sur le banc. Nous ne sommes pas là avec ce milieu-là. Vous me parlez d'un milieu fort. Au niveau maintenant du Real Madrid, vous allez me dire qui peut valoir au niveau du Barça, ne serait-ce que Modric, qui maintenant même peut être au banc. Qui peut valoir actuellement au niveau de ce qu'on peut appeler véritablement presque le pivot, Tchouaméni, actuellement au niveau du Barça. C'est le vieux papa que vous êtes parti ramasser quelque part là. Bon, qui peut valoir au milieu du terrain actuellement Bellingham, qui peut être actuellement comme un autre attaquant. Ouais. Qui peut valoir aujourd'hui Valverde, qui peut bouffer des kilomètres. Mais attendez, vous me parlez de la Pedri, vous me parlez du Gary, vous me parlez des petits. Mais tu sais, c'est pas en gonflant c'est pas en montrant simplement les muscles qu'ils vont s'imposer. Il faut aussi que ce soit là. Et je pense qu'il y a aussi de la jeunesse et de la qualité, comme il l'a expliqué. Je nie pas la qualité de ton milieu de terrain. Voilà. Mais je dis aussi qu'il y a de la valeur en face. Donc, tu peux pas... Oui, il y a de la valeur, mais quand même, on ne peut pas me dire que c'est le meilleur milieu de terrain alors que vous avez Kroos qui est au banc. Kroos qui peut se mettre au banc. Vous me dites qu'aujourd'hui, si on veut comparer joueur par joueur, poste par poste. Oui, mais on n'est pas dans le football, on n'est pas dans le football manager. C'est pas le football. Le football, c'est des équipes qui se rencontrent. Voilà. Il faut reconnaître une chose, c'est que c'est vrai qu'Ancelotti a réussi à trouver un système de jeu avec Bellingham extrêmement intéressant. Tout à fait. Et j'allais vous demander d'ailleurs si Bellingham, étant donné que l'infirmerie quand même du Real Madrid est elle aussi un petit peu pleine et qu'il y a quelques absences, Bellingham, est-ce qu'il ne s'impose pas comme le facteur X de cette formation madrilène? C'est l'élément nouveau par rapport au Real de la saison dernière, parce que sinon tous les joueurs que signale Rémi Ngono, ils étaient là la saison dernière. Ils ont perdu au Camp Nou, ils ont perdu le titre. Il y a quelques vieux pères aussi, à notre bien. Donc ils étaient déjà là la saison dernière. Le seul qui apporte quelque chose de nouveau dans cette équipe, c'est Bellingham, et la façon dont Ancelotti l'utilise. Et c'est vrai que c'est ce rôle de 9,5 avec sa capacité à se projeter, c'est une révélation sur ce début de saison. Mais je pense que Xavi l'a noté, ça. Xavi, on va pas lui faire. Il a eu 10 journées pour étudier le jeu du Real Madrid et pour trouver la parade à cette façon de jouer de Bellingham. On verra. Bon, peut-être tu as oublié José Lu. Bon, je vous laisse tout juste donner. Ah non. Rémi, j'ai une question. Voilà. Rémi, j'ai une question. Est-ce que ce classico, il a toujours la même saveur que les classicos d'antan? Est-ce qu'il est toujours aussi excitant, ce classico? Non. Il redevient excitant.
Non, il ne peut pas être. Heureusement, parce que sinon, on ne sait pas dans quel état serait Ngono. S'il n'était pas excité, on ne sait pas comment il serait. Il est calme aujourd'hui. Je voudrais apporter quand même un peu de bémol, parce que quoi qu'on dise, un classico qui avait, bien évidemment, d'un côté, Cristiano Ronaldo, et de l'autre côté, Lionel Messi. Un classico qui avait d'un côté Sergio Ramos et Piqué. De l'autre côté, ce n'est pas un classico qui aujourd'hui peut avoir peut-être un Vinicius, un Rodrigo avec 16 buts, qui peut avoir un Lewandowski qui n'est véritablement pas la méga star qu'on peut attendre, qui peut avoir João Félix qui a déjà rencontré le Real 8 fois sans jamais inscrire un but, ou bien Rafinha qui s'est bien dribblé au niveau des tribunes et jamais au stade. Ce n'est pas ce classico-là qui peut être excitant, mais cependant, justement, le classico garde cette saveur. Il est éternel. Oui. C'est pas qu'une question de joueur. Et garde cette affaire. Mais attendez. Parce que le classico, il a existé avant Messi et Cristiano Ronaldo. Hein. C'est-à-dire que, justement, aussi, à la même heure, il y aura un match en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que, je vous dis, honnêtement, c'est un classico. Comment tu vas faire? Attendez, tu vas regarder un œil là-bas, un œil de l'autre côté, et parfois et souvent un œil et demi de l'autre côté, du côté du classico. Parce que de toutes les façons, le classico va garder cette ferveur et surtout que jusqu'à présent, les deux équipes se tiennent et que le Barça, je l'avoue... C'est le match au sommet. Je l'avoue, aujourd'hui, le Barça renaît de ses cendres, le Barça a une petite jeunesse. Oui, Sarah Lou, ça finit par sortir quand même. Mais non, mais il faut le reconnaître. Oui, il faut le reconnaître. Ils ont quand même profité, par exemple, du départ de Dembélé pour nous faire sortir... Maintenant qu'on est calmé, un petit prono, messieurs, peut-être? Ah oui, allez. Un petit tour de table. Mais vous aussi, Franck Simon. Oui, prenons, si vous voulez, 3-1 pour le Real Madrid. Voilà. Franck Simon. Je dis 2-2. 2-2. Ouais. Non, 2-1 pour le Barça. 2-1. Et est-ce qu'on a des pronostics chez nos auditeurs, Frédéric On va prendre celui de Renaud Pierre Vinel. Il nous dit que ça se jouera sur le terrain. C'est une... Il voulait que ça se joue sur la table. Il faut le garder, lui. Quoique parfois avec le Real. Jérémy Ngono qui aura donc des yeux partout. Nous aussi, nous aurons des yeux partout parce qu'il y a de très belles affiches ce week-end ailleurs en Europe, notamment Manchester City United, OM, OL ou encore Naples, Milan, AC. Et puis des belles affiches, il y en aura aussi sur un autre continent. Place à présent à la toute nouvelle née des compétitions de la CAF, la Ligue africaine de football. This is the first time it's happening in Africa. That's where we can measure up where we really are. La Ligue africaine de football avec les quarts de finale de cette toute nouvelle compétition qui sont connus. Ils vont se jouer ces quarts de finale dimanche. C'est demi-finale, pardon. Les demi-finales allées. Elles vont se jouer en aller-retour, tout comme ensuite la finale qui se jouera en aller-retour. Alors, Mamelodi Sundowns va affronter Al Ahly. Dimanche également, le Wydad va affronter l'Espérance de Tunis. Mamelodi qui est venu à bout de l'équipe angolaise du Petro Luanda. À 10 contre 11 lors du match retour. Tout à fait. Le club d'Al Ahly, lui, a prouvé à maintes reprises sa suprématie sur le football africain, même si c'est un peu de justesse que les Égyptiens ont arraché leur qualification contre Simba Sports. Et puis hier, le TP Mazembe s'est tout simplement effondré face à l'Espérance de Tunis. Le TP qui avait pourtant gagné à l'aller 1-0. Alors, Franck Simon, j'ai une question. Quand on voit les affiches des demi-finales, cette compétition, en quoi est-ce qu'elle se démarque de la Ligue des Champions de la CAF? Déjà, en préambule, dire que les 4 demi-finalistes, c'est les mêmes que ceux de la Ligue des Champions d'Afrique 2023. C'est un copier-coller. D'où ma question. Ouais. Elle se démarque que c'est une première édition avec 8 clubs invités. Au départ, on nous avait annoncé énormément de clubs, une centaine de clubs, et finalement, 200 puis ensuite une vingtaine. Voilà. Puis maintenant, on a 8 clubs invités. Certains qui, à mon avis, n'avaient pas grand-chose à faire là, mais bon. Voilà, ils étaient invités. Pensez aux Nigérians Enimba qui avait été éliminé par les Libyens en Ligue des Champions dès le premier tour. Tour préliminaire. Voilà, là, ils n'avaient pas grand-chose à faire là, je pense. Bref,
en tout cas, ils étaient présents. Le Petro Atlético, c'est plus exactement celui qu'on a connu il y a 2 ans. Et d'ailleurs, ils n'ont rien montré. Mamelodi Sundowns. Ouais, et ils ont rien montré là, dans cette édition. Ouais. Toujours est-il que voilà, c'est une compétition qui vient d'être créée. C'est pas que la CAF, c'est aussi la FIFA qui est derrière. Et un modèle qui est proposé qui est un petit peu différent avec, on va dire, tout un habillage, tout ça. C'est difficile de dire que c'est pas réussi dans le sens où, franchement, ça nous gratifie aussi de belles images. Au niveau des matchs, on n'a pas eu non plus que des sommets. Mais quand même, on a eu un match d'ouverture. J'ai eu la chance de le suivre, qui était de qualité, entre le Ahly et le Simba tanzanien. Là, on va vers vraiment des matchs super serrés, super intéressants. C'est maintenant, en fait, qu'on va voir un petit peu la valeur réelle de ces équipes. Moi, pour l'instant, ça me plaît. Sportivement, ça m'intéresse. Messieurs, parce que Xavier Barré et Franck Simon, on ne va pas le cacher à nos auditeurs, vous avez commenté certains de ces matchs. Oui. Depuis le début, est-ce qu'il y a du niveau? Est-ce que vraiment on prend plaisir à regarder ces matchs? Il y a 8 équipes qui ont été triées sur le volet. Alors, les organisateurs ont trouvé un système pour sélectionner des équipes sur des bases géographiques. Voilà. Parce qu'effectivement, sinon, on sait que le déséquilibre de compétitivité du continent africain fait qu'il y a l'Afrique du Nord est surreprésentée, les clubs égyptiens et les clubs du Maghreb. Il n'y a pas de club algérien, par exemple, parce que vous avez des clubs marocains, égyptiens. Ils avaient réservé 3 places pour l'Afrique du Nord. Donc, il y a Ali, il y a l'Espérance et il y a le Wydad de Casa. Et les 3 sont là en demi-finale. Et ils sont en demi, absolument. C'est ce que souligne Archiduc. Et donc, du coup, pour équilibrer, ils avaient sélectionné 3 équipes d'Afrique australe. Donc, il y a les Simba de Tanzanie, qui a été éliminé. Pour l'Est, non, ils étaient pour l'Est, Simba. Oui, Est et Sud, les Mamelodi Sundowns sont dans le dernier carré, le Petro Atlético d'Angola, et puis deux d'Afrique centrale, donc un club nigérian, Enyimba, qui effectivement n'avait pas fait de grosses performances ces dernières années, et qui a d'ailleurs été dominé par le WAC. Et puis le TP Mazembe, pareil, que Franck a suivi, qui était éliminé par l'Espérance. Donc on a la confirmation de la géographie du football africain actuellement, avec des clubs d'Afrique du Nord très forts. Mais c'est assez logique que les promoteurs du football en Afrique cherchent à rééquilibrer ça en donnant, en trouvant une astuce pour redonner un peu d'espoir aux clubs du sud du continent. Est-ce que c'est la bonne formule? Là, c'est qu'une formule première à 8. Ils ont l'intention de passer à 24. On va voir. On y verra plus clair pour la suite. Effectivement, à 24, c'est avec des groupes. Là, on n'avait vraiment que des quarts de finale. Mais il n'y avait rien de définitif après les matchs allés. C'est ça qui fait que ça les a rendus intéressantes, ces affiches des quarts de finale. Même le Petro Luanda, qui a perdu le match aller, d'ailleurs ça s'est joué à peu de choses contre les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Au retour, il y a un carton rouge très tôt, donc l'arbitrage avec l'assistance vidéo impeccable. Il y a un carton rouge très tôt. Le Mamelodi Sundowns, c'est quand même le club du président de la Confédération africaine, il faut le rappeler, M. Motsepe. Donc se retrouve à 10 contre 11 pendant 88 minutes, plus le temps additionnel. Eh bien, on a eu un vrai match jusqu'au bout. On a eu un vrai match, alors qu'on pensait que c'était mort après le résultat de l'aller. Donc, pour le moment, moi, je dis que c'est une compétition qui a un atout favorable, alors que j'avais moi-même pas mal de réserves sur cette organisation. Je trouve que pour le moment, c'est intéressant. Rémi Ngono, vous trouvez que cette compétition, elle a de quoi donner de l'impulsion à certains pendant du football africain? Je ne vois pas, comme Franck Simon disait, des différences dans la mesure où on retrouve avec les mêmes. Mais cependant, ça confirme justement le déclin du football de l'Afrique subsaharienne. Parce que lorsque vous essayez de regarder quand même que le professionnalisme dont on vantait tant avec, par exemple, le tout-puissant Mazembe, il est devenu le tout-petit Mazembe. Mais oui, quelle déception tout de même ce qui s'est passé pour le TP Mazembe. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont été dominés du début jusqu'à la fin. C'était une véritable leçon de football, c'était une humiliation. C'est-à-dire quand vous regardez les 3 buts, et vous voyez d'ailleurs que l'Espérance de Tunis pouvait même encore faire plus, pouvait faire mieux. Lorsque vous regardez le club nigérian de Nyama, vous vous dites, mais c'est pas possible qu'il soit broyé comme ça en aller-retour. Face à, par exemple, au WAC, vous dites, mais 4-0, vous ne parvenez pas à marquer un seul but. Mais là, c'est quand même terrible. On sait que
Moi, à l'époque, on connaissait l'Orix de Douala. Personne ne se souvient même plus de ça. Canon de Yaoundé. Personne ne se souvient de ça. Au Union Tonnerre de Yaoundé. Personne. On avait même Afia de Conakry. On avait les Heads of du Nigeria. On avait Nougou Rangers. On avait ceci. Nous. Mais c'est ahurissant de se retrouver aujourd'hui. Mais c'est pas terminé parce que la volonté... dans une compétition aujourd'hui. C'est-à-dire, le problème est le suivant. Lorsque vous regardez nos championnats, comment est-ce que c'est organisé de façon artisanale, archaïque? Lorsque vous voyez qu'il n'y a pas de formation et lorsque vous voyez justement comment les fédérations sont également aussi gérées comme des quincailleries privées, vous comprenez jusqu'où le football africain est en régression. Il y a un proverbe africain qui dit « Plus le singe monte, plus on voit son derrière ». Et moi, j'ajouterai un petit message. Oui, Frédéric, Valentin Roméo. Oui. Non, lui, il se demande et il se fait le relais de pas mal de messages si cette compétition ne va pas écraser et faire disparaître à terme la Ligue des Champions. Effectivement, c'est le risque. C'est le risque. C'est le risque. Après, le choix de ces promoteurs, c'est justement pour rééquilibrer les forces sur le continent africain, de créer des grosses franchises un peu à l'américaine dans les autres parties du continent africain que le Nord, où ils sont très solides et bien organisés, pour donner des pôles de compétitivité dans le Sud, dans l'Est et dans l'Ouest du continent africain. Une grande franchise, tu ne l'as pas citée, mais c'est important de le dire aujourd'hui, je suis désolé. À l'Ouest, tu as la SEC d'Abidjan qui est en train de vraiment de renaître à tout point de vue. Ils sont d'ailleurs en phase de groupe de la Ligue des champions d'Afrique. On va s'apercevoir rapidement qu'eux auraient eu une place dans cette compétition. Ce sera peut-être le cas lors de l'édition suivante. Et allez, je pense qu'il est temps de passer à ce sujet que nos auditeurs attendent avec impatience, le Ballon d'Or. La Pulga n'est pas aussi indiscutable car derrière, la relève pousse à l'image du cyborg norvégien Erling Haaland, le plus à même de disputer ce titre individuel suprême à l'Argentin. Une saison magnifique à Manchester City. Parmi les autres prétendants, plus en retrait, le Français Kylian Mbappé, magnifique durant la Coupe du Monde, et ce triplé en finale face à l'Argentine. Le vainqueur du Ballon d'Or. The winner is... On connaîtra lundi le successeur de Karim Benzema au Ballon d'Or, récompense suprême du monde du football. À noter, depuis l'année dernière, le Ballon d'Or ne tient plus compte des performances sur l'année civile, mais sur la saison sportive. C'est important de le repréciser. Il y a plusieurs candidats sérieux qui se dégagent. Peut-être que vous allez me contredire, mais en tout cas, parmi ceux qu'on peut citer, il y a Kylian Mbappé, Erling Haaland et Lionel Messi. Messi va-t-il arracher son 8e Ballon d'Or ? Alors déjà, pour entrer un petit peu dans les coulisses, je pense que vous pouvez nous donner quelques indices, Xavier Barré. Comment ça se passe, le vote du Ballon d'Or ? En fait, le vote est ouvert il y a déjà plus d'un mois maintenant. Le directeur de la rédaction de France Football, enfin le rédacteur en chef qui a changé d'ailleurs récemment, l'autre étant parti devenu directeur de la communication du Paris Saint-Germain. Donc le nouveau responsable du Ballon d'Or pour France Football a envoyé un courrier aux différents jurés du Ballon d'Or pour leur demander de faire part de leur vote. Et ils votent, ils citent 5 noms par ordre de préférence. Et il renvoie ça donc au rédacteur en chef de France Football qui ensuite il fait les comptes. Il y a un système de jurés. Alors, à l'origine, ils n'étaient que 16 lors du premier Ballon d'Or en 1956. Puis ça a grossi au fur et à mesure que l'UEFA, le football européen, parce qu'à l'époque, c'était que les Européens, ont grandi. Moi, j'étais à France Football à l'époque. On s'est occupé d'aller chercher des jurés dans les pays nés de l'éclatement de l'URSS ou de la Yougoslavie. Puis ensuite, on s'est élargi au début des années 2000 au reste du monde. Et le critère pour France Football à l'époque, c'était les pays qui avaient participé à la Coupe du Monde. Donc on arrivait à une centaine. Avec Franck notamment, on est allé choisir des jurés en Afrique, mais aussi en Amérique, en Amérique du Sud, du Nord, et puis en Asie. Et puis après, il y a eu cette période de co-organisation avec la FIFA, qui a bousculé beaucoup de choses entre 2010 et 2016. Et depuis 2016, France Football a repris la gestion du Ballon d'Or. Et récemment, ils ont réduit le juré, le collège qui était monté à 211, c'est-à-dire autant que de fédérations affiliées à la FIFA. Ils l'ont réduit aux 100 pays les mieux classés au classement FIFA. Donc, si votre fédération est dans les 100 pays, vous allez avoir un journaliste de ce pays qui va voter pour le choix du Ballon d'Or. Donc ça change chaque année, ça change à la marge, ça change sur 90 à 100 en gros. Mais voilà, donc c'est la nouveauté qui a été instituée il y a 2 ans. Et donc du coup, on ne connaît pas forcément d'une année sur l'autre le collège électoral précis.
mais on en connaît les 3/4. Avant que l'on débute les débats sur le plateau, Frédéric, j'aimerais savoir un petit peu ce qui prendra le pouls du côté des auditeurs. Est-ce qu'il y a un favori qui se dégage ? Un favori qui se dégage, quand vous êtes argentin assez nettement. Non, il y en a beaucoup qui sentent venir un probable peut-être ballon d'or de Lionel Messi, un de plus, et qui s'étonnent quand même que ce ne soit pas Erling Haaland, Salif Cissé. Haaland doit être ballon d'or. On rappelle le triplé avec Manchester City, donc on verra ça lundi. Mais est-ce qu'il a, avec ce système de vote, son mot à dire, Erling Haaland? C'est toute la question. Je dirais juste 2 choses d'expérience pour avoir longtemps participé à l'organisation du Ballon d'Or à France Football pendant 20 ans. C'est que souvent, quand vous avez une équipe face à une individualité, les votes sur l'équipe se divisent. Or, les fans des Citizens, et c'est vrai qu'ils ont fait une saison extraordinaire, n'en déplaise à Rémi Ngono, ils pouvaient voter pour Haaland, mais aussi pour Alvarez, l'Argentin, qui a gagné la Coupe du Monde aussi. De Bruyne, et puis aussi pour De Bruyne, et puis aussi pour Rodri. Je crois qu'il y avait 7 joueurs de Manchester City cités dans la liste. De Modric à l'époque, ce qui s'était passé, alors qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient champions du monde. 2018, l'année du titre. C'est Modric qui avait tiré les marrons du feu, puisque les votes avaient été dilués. Exactement. Entre Mbappé, Varane et Griezmann. Voilà. Donc souvent, ça joue en faveur de celui qui incarne une identité forte. Donc, en plus, il faut rappeler une chose, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de supporters de Haaland qui espéraient qu'il soit ballon d'or cette année, puisqu'il gagne la Ligue des Champions avec Manchester City. Mais il faut rappeler une chose, c'est que, et Sarah Loubakouche l'a très justement rappelé, le ballon d'or désormais est attribué non plus sur l'année civile, mais sur la saison. Ce qui complique un petit peu les choses. La saison intégrait la Coupe du Monde. Il n'a pas joué la Coupe du Monde à Haaland, puisque la Norvège n'était pas qualifiée. Et ça, c'est à l'inverse de Messi, qui lui l'a gagné. Donc... Autant il y a certains ballons d'or de Messi. Mais doit-on tenir compte seulement des performances en sélection ou bien en club également? C'est là où est tout le débat. C'est là où les jurés font leur choix. Ils font leur choix. Les années de Coupe du Monde, la tradition veut que ce soit un vainqueur de la Coupe du Monde qui gagne. Sauf Kylian Mbappé à côté qui plante un triplé en finale de la Coupe du Monde. Sauf quand c'est l'Espagne et Iniesta. Oui, mais on le donne quand même à Lionel Messi dans ce cas-là. C'est pour ça que je l'ai rappelé dans le petit brief tout à l'heure, c'est qu'entre 2010 et 2016, les données avaient changé. Parce qu'à ce moment-là, c'était plus France Football qui avait la main, c'était co-organisé avec la FIFA. Il y avait un juré très nombreux et très difficile à suivre et même à vérifier. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette période de... Mais sinon, vous prenez en 1982, c'est Paolo Rossi qui est Ballon d'Or. En 1990, c'est Lothar Matthäus, l'Allemagne championne du monde. En 1998, c'est Zidane, la France gagne la Coupe du Monde. En 2002, c'est Ronaldo, le Brésil gagne la Coupe du Monde. En 2006, c'est Cannavaro, l'Italie gagne la Coupe du Monde. Donc les années de Coupe du Monde, où quand le scrutin est organisé selon les critères logiques et traditionnels de France Football, c'est un champion du monde qui a le Ballon d'Or. Sauf si c'est Lionel Messi. Rémi, à qui est-ce que vous allez... Quand c'est France Football, 2018. Pas quand c'est les années où c'est organisé avec la FIFA. Rémi, où là, ça a été à qui est-ce que vous allez donner le Ballon d'Or lundi, Rémi? Logiquement, c'est Haaland. Mais, comme vous le savez, nous avons un petit type à qui on donne des vitamines, un petit type à qui on favorise tout, qui dédicace les maillots des présidents de la FIFA, de l'UEFA et tout et tout. Et ce gars, dès qu'il marque un but, on dit, ça y est, c'est lui. Et bien évidemment, tu étais en train de rappeler ce qui s'est passé en 2000, en 2010. C'est-à-dire, vous allez me dire que c'était éparpillé, tout et tout et tout. Mais vous avez Schneider. C'est pas ce qu'on a dit. Vous avez Schneider. Attends, tu as parlé franc. Tu as parlé franc. Laisse-moi parler. C'est toi, France Football. Laissez Rémi s'exprimer. Voilà, je ne suis plus. Voilà. Plus que donc, de toutes les façons, tu étais. Mais tu restes toujours, tu ne peux pas régner. Voilà, c'est-à-dire que vous avez l'ADN de France Football. Vous allez défendre ça. Ça, c'est les poteaux. Donc, je suis en train de dire que ces gars ont réussi à nous faire comprendre que Schneider, qui avait remporté tout, justement, avec Inter Milan, et qui, justement, aussi avait été brillant à la Coupe du Monde, eh bien, on a dit, il ne peut pas gagner la Coupe du Monde. On nous a dit qu'Iniesta, qui a marqué le plus beau but de la Coupe du Monde, en finale, et qui, de surcroît, avait tout gagné avec le Barça, subitement, un type qui a été éliminé en quart de finale sans mettre un pied devant, Lionel Messi.
Il avait été couronné. Rémi, c'est pour ça que je vais te dire aujourd'hui. C'est pas nous qui votions. Je vais te dire. C'est même pas nous qui organisions. Il y avait la FIFA qui co-organisait. Te voilà. C'est pas nous. Il vient de tomber. Il dit c'est pas nous qui organisons. C'est pas nous qui organisons France Football à cette époque. Et il y a eu à partir de 2010 jusqu'à 2016. Même en 2006, c'est vous qui organisiez. Cannavaro se retrouve là. Je peux vous dire que Cannavaro, cette année-là, on avait bien un Pirlo. On avait bien un Buffon. Et subitement, vous avez trouvé quand même les jurés du Ballon d'Or ont voté Cannavaro. Moi, j'aurais voté Buffon, mais je ne votais pas Franck non plus. Pareil, j'aurais voté Buffon. On aurait voté Buffon, ils ont voté Cannavaro. C'est le système démocratique. J'aimerais qu'on termine. Thierry Henry, de la même façon, j'ai vu comment est-ce qu'il n'a pas été voté, n'a pas été... En 2003, en 2003, les jurés oui, ils ont préféré Messieurs du calme, je vais vous demander de terminer avec seulement un nom. Si vous deviez voter, ce serait pour qui? Un nom et rien d'autre. Bah moi, je l'ai dit la semaine dernière, donc je redis le même, je redis Rodri. Rodri, Franck Simon, un seul nom. C'est compliqué, hein. J'ai même pas pensé avant l'émission. Vous avez mal fait vos devoirs. C'est pas faux. C'est pas faux, notez bien. Il était sur TP Mazembe. Oui, voilà. J'aurais donné, je pense, à Mbappé. J'aurais donné mes points à Mbappé. Et vous, Rémi Ngono? J'ai déjà été clair, c'est-à-dire que Haaland, c'est quelqu'un qui n'a pas un effectif digne de ce nom dans son pays. De la même façon, comme on a vu, George Weah, il ne pouvait pas remporter un ballon d'or avec ceci et cela. Quand on essaie de regarder ce qu'il a fait aujourd'hui, avec tout ce qu'il peut donner, et on voit finalement un joueur qui, jusqu'à présent, on me parle quand même d'une année civile. Pour l'instant, lui, il est éliminé au niveau des États-Unis. On ne sait pas, il est au cinéma, il fait déjà le reggae. On me dit qu'au niveau du Paris Saint-Germain, il n'a rien pu gagner. Et on nous dit non, attendez, c'est ce monsieur-là qui on remet le 8e ballon d'or. Mais ce n'est pas possible. Non, c'est du vol aggravé. Frédéric Chuteau, oui. Robson de Souza, Rémi ne va pas dormir pendant un mois en voyant le roi, le GOAT, soulever son 8e ballon d'or. Eh bien, c'est ce qu'on verra lundi. En attendant, tout va bien se passer, Rémi. C'est ce qu'on verra lundi. En tout cas, messieurs, maintenant, il est l'heure de donner complètement la parole aux auditeurs, puisque c'est l'heure des cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vous aurez le temps de continuer à vous exprimer, à mettre des cartons et à vous énerver, messieurs. Mais avant cela, place aux cartons de nos auditeurs. Bonjour équipe de Café de Sport, c'est Rosine Huitandaï depuis la RDC. J'adresse un carton vert à Marc Gui qui a fait ses débuts avec le Barça dimanche soir contre l'Athletic Bilbao en inscrivant l'unique but de la rencontre après 23 secondes sur le terrain. Encore un jeune formé à la Masia qui sauve le Barça. Bon Café de Sport à tous. Bonjour l'équipe du Café des Sports, Michel Dormo depuis Ngambitika au Cameroun. Alors on envoie un carton bleu, bleu comme le ciel qui s'éclaircit sur le Vélodrome. Après cette brillante victoire contre l'AEK Athènes, nous sommes obligés d'envoyer encore des condoléances à nos frères olympiens de Lyon. Parce que dimanche, on va les écraser. Allez l'OM! Pour Radio Foot, c'est Emad Badiata depuis le Congo-Brazzaville. Carton vert à Warren et Emery Zahir. Ce gamin contre Mula AC, c'était vraiment incroyable. Ce gamin a eu une lecture, une vision incroyable. Malgré ses 17 ans, il prépare le baccalauréat, mais sur le terrain, c'est magnifique. Voilà un joueur qui mouille le maillot, qui joue avec son cœur. Ici, c'est pareil. Moi, c'est Ezra Stéphanas depuis la ville de Yaoundé au Cameroun. Mon carton, il est vert pour Xavi Simons, qui ne cesse de nous impressionner chaque semaine qui passe depuis son départ du Paris Saint-Germain en passant par le PSV Eindhoven. Cette semaine encore, il nous a gratifié d'un but somptueux. Donc c'est la raison pour laquelle je lui ai agressé ce joli carton. Bonjour Radio Foot, c'est Olivier Chimara depuis Mbujimaï en République démocratique du Congo. J'ai un carton vert et je l'attribue aux supporters de l'Union Berlin pour avoir encouragé leurs joueurs malgré leur défaite face à Naples. Comme le dit un proverbe africain, celui qui ne peut pas remercier pour une petite chose ne peut jamais remercier pour une grande chose. Quel geste de courtoisie, merci. Ici, c'est Noah Djedjou depuis Sénégal Ziguinchor.
Je donne un carton vert au Real Madrid pour son triplé en Ligue des Champions. Et aussi un autre carton vert à Jude Bellingham qui n'arrête pas de nous régaler avec ses buts. Et bonne chance pour le Classico et pour son premier but en Classico et homme du match en Classico. À la Madrid. Gadia Gabriel depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, mon carton il est de couleur verte. Je l'adresse à tous ces jeunes joueurs qui sont des titulaires indiscutables au sein de leur club malgré leur très jeune âge. Pedri, Gavi, Bellingham, Musiala, Zaire Emery, etc. C'est des jeunes qui nous prouvent à tout moment que l'âge n'est qu'un chiffre. Franchement, du carton vert à eux et très bonne carrière à ces jeunes. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Abdourahmane Malsali depuis Extrême Nord Cameroun. J'ai mon carton, la couleur est verte à l'endroit de l'émission Café de Sport. L'émission est suivie partout dans le continent camerounais. Alors, carton vert, je l'ai dit, salut Rémi Ngono et tous les panélistes, Frédéric Suto, Xavier Barré et tous les autres, David Finzel et les réalisateurs qu'on ne voit pas. Beaucoup de courage et bonne émission. Merci beaucoup pour tous ces cartons et merci pour cette belle récompense. Nous sommes ravis et touchés que l'émission soit autant suivie au Cameroun et ailleurs sur le continent, évidemment. Je vous propose de passer à vos cartons, messieurs. On va devoir être bref, concis et efficace. Alors, Frédéric, votre carton, il est rouge. Il est rouge, carton rouge à la Fédération ivoirienne de foot. Qui n'a pas aligné d'équipe féminine lors des éliminatoires pour les JO 2024. Il y avait un Côte d'Ivoire-Tunisie, problème de trésorerie, de logistique, tout ce qu'on veut, mais c'est pas un très très bon signal envoyé pour le foot féminin. 500 milliards pour organiser la CAN. Tout à fait. Et de votre côté, Rémi, il est vert votre carton? Oui, carton vert à un Belge, Kevin De Bruyne. Ah, pardon. Enfin, c'est une façon de dire que c'est un Africain qui est actuellement le meilleur buteur du championnat belge, Kevin Denke. Alors, il est togolais et actuellement, il est à 9 buts en 11 matchs. Ouais. Et quand on sait bien évidemment qu'après des bailleurs aujourd'hui, le Togo cherche véritablement un attaquant. Eh bien, Denke, on t'attend au Togo. Vas-y, ne fais pas comme les autres qui attendent toujours les grandes nations de football. Vas-y au Togo, ça t'attend là-bas. Il y a un proverbe africain qui dit « Le diamant a un prix, mais la patrie n'en a pas ». En espérant qu'ils vous entendent. Votre carton, il est vert également, Franck Simon. Ouais. T'as oublié Kodjo Fodolaba au Togo. Mon carton est vert pour la réactivation des sélections tchadiennes et somaliennes. Ils n'avaient pas joué depuis un petit moment. Ils ont joué en match de préparation il y a quelques jours en arrière pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui viennent. C'est plutôt un bon signal de retrouver les SAO et puis l'équipe nationale de la Somalie. Voilà. Xavier, vous nous emmenez sur un autre continent. Oui, on a avec beaucoup un carton parlé. Vert également. On a beaucoup parlé de l'Europe, de l'Afrique, un peu du Moyen-Orient. Et en Amérique du Sud, il y a les finales des coupes continentales. Donc il y aura Boca Juniors contre Fluminense, on en a déjà parlé il y a 15 jours. Mais là, il y a l'autre coupe, la Sudamericana, l'équivalent de la Ligue Europa, de la Coupe de l'UEFA. Et il y aura en finale, on va retrouver la LDU de Quito. Alors ça pourra faire plaisir à Rémi Ngono parce que là-bas son surnom c'est la Maison Blanche, ouais. La LDU de Quito, qui est un club, Oui, mais il porte aussi sa chemise qui est un club de l'Équateur, qui avait gagné la Libertadores en 2008 et la Sudamericana en 2009. Et là ils sont à nouveau en finale contre un club brésilien. Bon, les clubs brésiliens en général ils sont dans le dernier carré, il y en a 3 sur 4. Et donc là ils sont en finale, ils ont éliminé le Sao Paulo Football Club en quart de finale. Ils sont en finale et avec une belle chance parce que la LDU de Quito, c'est la plus belle équipe d'Équateur, d'inscrire à nouveau son nom au palmarès de cette coupe continentale. Maison Blanche. Notre carton à nous, à Radio Foot, il est vert à la nouvelle émission de sport sur RFI, enfin en tout cas l'émission de sport qui fait sa mue sur RFI. Frédéric Suto, chef adjoint de service des sports. Plus de place au sport le week-end sur l'antenne, c'est ça? Oui, Mondial Sport, le magazine historique, ça fait des décennies qu'on a Mondial Sport tous les week-ends. Mais on était en soirée, 2 fois une demi-heure le samedi et le dimanche. On va passer désormais à 16h10 temps universel, la même heure que Radio Foot, que le Café des Sports. Donc on a une continuité. Radio Foot et le Café des Sports du lundi au vendredi. Et Mondial Sport, 2 fois 50 minutes le samedi
Et le dimanche, 16h10 temps universel, les invités, les reportages avec un présentateur nommé Hugo Moissonnier. RFI Sport, désormais, c'est comme ça qu'on doit... Mondial Sport. Mais normalement, c'est RFI Sport maintenant. Il semble que les émissions de sport cartonnent maintenant plus que... Hein. Et donc, cette émission, elle a été... Bravo pour cette... organisation. Rendez-vous dimanche, changement d'heure, nouvelle émission. Cette émission, elle va être présentée par un homme unique. Hugo, on l'a nommé. Hugo Moissonnier. Ouais. Je vous rappelle que donc lundi, Hugo, on vous souhaite une très bonne fin de journée.